Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast numéro 6 du Festival des bons films. Bonjour Marc. Bonjour. Avec toi, nous allons revenir donc sur les sorties du 14 décembre qui seront à la fois notre dernier podcast de l'année 2016. Donc en cinéma, nous allons tout d'abord aborder forcément le Rogue One de Gareth Edwards, donc ce nouvel épisode qui n'en est pas vraiment un de la saga Star Wars. Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan et également Personal Shopper de Olivier Assayas qui était présenté à Cannes en compétition normalement. En vidéo, nous concentrerons sur le dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho et ensuite nous mentionnerons d'autres sorties vidéo de la semaine qui nous paraissent assez intéressantes. Mais tout d'abord, passons au gros film de la semaine et à la fois je pense de la fin d'année puisqu'il y a eu beaucoup d'attentes là-dessus. C'est Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards. Donc Marc, le pitch, sans trop en révéler. Rogue One, c'est l'histoire d'un groupe de rebelles qui est chargé de voler les plans de l'Étoile Noire. Ces mêmes plans qui serviront dans l'épisode 4 à la princesse Leila et à la rébellion de détruire la station spatiale, comme dans la grande bataille du 4. Et du coup, ils s'y rebelotent, sauf que le but, c'est simplement de voler les plans de la station. Voilà, et donc en fait, le pitch du truc, c'est un peu de réunir une équipe à la 12 salopards. Voilà. C'était le pitch de départ, donc de faire un film de guerre au sein de l'univers Star Wars et qui se reconnecte à la fois au film précédent, puisque le film se situe aussi après donc la prélogie, après le dernier épisode 3, La Revanche des Sith, et juste avant, sans trop en dire, juste avant l'épisode 4, donc le film qui était sorti en 1977. Donc, est-ce que toi, ça t'a convaincu ? Moi, j'en parlerai juste après, mais toi, ton avis ? Déjà, je trouve ça plus intéressant que l'épisode 7, parce que pour ceux qui... On avait longuement débattu l'année dernière, on avait consacré une émission au Star Wars 7, et j'avais exprimé mon relatif mécontentement. Je trouve ça plus intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je trouve le réalisateur à la base plus intéressant, qui est en l'occurrence Gareth Edwards, donc qui sort de Godzilla et que surtout a été remarqué pour Monsters. Donc d'une part pour Gareth Edwards et d'autre part pour le traitement qui est appliqué dessus, tu l'as dit toi-même, le côté un peu film de commando, film de guerre avec une mission très simple, une mission dont la fin, on le sait très bien, ne sera pas la destruction de l'Étoile Noire, il n'y aura pas une bataille finale qui fera détruire l'Étoile Noire, donc c'est vraiment une mission commando pour un objectif particulier qui est uniquement ces plans-là. Donc ces deux points font que le film arrive à être un petit peu plus centré, un petit peu mieux tenu que Star Wars 7, qui est la grande débâcle nostalgique. Et le problème, c'est que voilà, la production de Rogue One, je vais y arriver, a été très très difficile. Alors, je dis pas ça pour faire le making of et le commentaire du film, c'est juste que ça se sent dans le film en fait. Gareth Edwards a eu un projet, une idée qu'il a tenue comme il a pu. Cette idée, c'était de faire déjà un film très visuel. Je pense que pour le coup, il y a un visuel qui est complètement affirmé et tranche par rapport à Star Wars 7. Là, on revient. Déjà, il y a des développements, il y a des vrais développements visuels et qui ne sont pas des développements visuels toujours en référence à Star Wars. Son chef opérateur, je trouve qu'il propose plus de choses, que ce soit en matière ou en termes graphiques, dans son image par rapport à Dan Mindel qui était sur Star Wars 7. Donc, voilà. Et donc il y a ce qu'il apporte au niveau de l'image, et puis il y a aussi ce qu'il apporte comme thématique. Parce que moi, il y a un truc que je trouve intéressant. En fait, le film a des thématiques intéressantes. Il faut que je le concède. Tout à fait d'accord. Et le problème, c'est qu'il a le temps où il ne peut rien développer. Alors, en thématiques intéressantes, ça va être des thématiques de plus ou moins de forme, comme par exemple autour de l'Étoile Noire, il y a une sorte de thème de l'apocalypse nucléaire qui est très intéressant, puisque Gareth Edwards, au lieu de filmer l'Étoile Noire comme un sempiternel rayon lumineux qui vient du ciel et qui casse une planète, comme on a vu maintenant dans Man of Steel, Suicide Squad, Star Trek, ça devient la mode. Il a trouvé le moyen justement de détourner complètement ça, de faire un truc nouveau et de filmer ça comme un apocalypse nucléaire, ce qui peut paraître un peu daté parce que évidemment la peur nucléaire c'est plus vraiment le sujet en 2016. Ce que je trouve quand même intéressant dans la mesure où quand on revient progressivement vers un monde bipolaire et vers une peur d'une troisième guerre mondiale, malgré tout c'est intéressant qu'ils reviennent à ça. Donc t'as ça par exemple, t'as des développements de fond parce qu'à un moment on parle d'une branche extrémiste de
de la rébellion. De la rébellion, tu te dis, ah, est-ce que ça se trouve c'est Daesh, tu vois, enfin ça peut, il y a plein de développements comme ça. Bah même par exemple t'as une planète qui est explorée, la planète Jeddah, où en fait l'occupation des Stormtroopers, on peut quasiment l'affilier. Voilà, on peut l'affilier aux Américains qui sont en Irak, puisque en gros Jeddah c'est censé être la Mecque de la religion Jedi. Donc le fait que l'Empire occupe cette région-là uniquement pour les ressources minières. Voilà, là c'est les ressources minières. On a un message en sous-texte de l'Amérique au Moyen-Orient. D'ailleurs, il y a même certains groupes néo-nazis qui sont tombés sur le film aussi, en particulier à cause de cette référence-là, qui est pas feinte, je pense. Je pense que Gareth Edwards a vraiment voulu parler de ça à travers son film. Et le problème, donc voilà, ça c'est, il y a plusieurs idées qui continuent comme ça, qui sont, mais le problème c'est qu'on reste en surface. On reste en surface pour plusieurs raisons. C'est donc, je reviens sur cette petite production houleuse. Gareth Edwards a été, on va dire, un petit peu mis de côté de son propre film cet été, quand il a montré son premier montage à Bob Iger et à tous les exécutifs de Disney, à Kathleen Kennedy, etc., qui ont eu du coup la fabuleuse idée de le mettre un petit peu de côté et d'embaucher le bon Tony Gilroy. Donc Tony Gilroy, réalisateur du quatrième de Bourne Legacy, Jason Bourne l'héritage, et qui est aussi scénariste, qui avait réalisé Michael Clayton et tout ça, qui avait déjà travaillé avec Gareth Edwards sur Godzilla, enfin pour retravailler son film. Je sais pas s'il avait travaillé avec Gareth Edwards. Voilà, a posteriori, en fait, donc il a été engagé tout d'abord en tant qu'on va dire script doctor, ça veut dire pour réécrire certaines scènes qui ne fonctionnaient pas et qu'il fallait introduire de nouvelles intrigues, de nouvelles trames à l'intérieur de ce premier montage de Rogue One qui ne fonctionnait pas apparemment. Et il a été maintenu sur le plateau de ces fameuses reshoots, donc du nouveau tournage de ces scènes qu'il fallait ajouter, et également à la post-production, voilà, au montage sur lequel il a eu le final cut du coup, avec son frangin John Gilroy qui a fait le montage. Et voilà, du coup, eux ont eu le final cut, alors que Gareth Edwards a été tout au mieux consultant. Mais voilà, même si on sort Gareth Edwards pour la promo et Tony Gilroy est laissé sous le tapis. Voilà, Tony Gilroy n'est pas mentionné, alors que les rumeurs d'insiders de Lucasfilm disent qu'il y a quand même 40% du film qui a été retapé. Bref, tout ça pour dire que en soi c'est pas tant que ça, c'est pas des rumeurs, on fait pas tant, on n'est pas en train de colporter du truc, c'est qu'en fait ça se voit à l'écran. Oui, ça se ressent. Ça se ressent. Ça se ressent dans le montage. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le personnage de Forest Whitaker qui incarne Saw Gerrera, qui est un personnage que tu m'avais dit, on avait déjà vu dans Clone Wars. En fait, c'est un personnage de la série animée Clone Wars, tout ça, qui est un personnage extrémiste contre l'Empire. Et là, maintenant, on le voit vieux dans Rogue One. Voilà. Ce qui, du coup, en soi, est un personnage intéressant parce que permet de jouer la carte de l'ambivalence sur la rébellion. Et qui, du coup, d'une part, il y a Forest Whitaker qui est à côté de ses pompes. D'autre part, le personnage est complètement... dans le film, il fait un peu office de vieux mentor, etc. Il occupe un peu le rôle de celui qui va réveiller l'héroïne, Jyn Erso. Mais le problème, c'est que voilà, et ça ne marche pas parce que le personnage est complètement expédié par le montage, complètement coupé, réduit d'importance, un peu comme l'avait été Bryan Cranston dans Godzilla, qui devait être le personnage principal du film et que finalement, non. Et c'est représentatif de tout le problème du film. T'as des scènes, par exemple, où t'as une grande maestria visuelle maestria que j'ai un peu, mais il y a des idées, voilà, c'est facile comme terme. Il y a des idées de Gareth Edwards qui ensuite laissent place à des scènes de chant contre chant interminables. Je pense que tous les dialogues du film ont été reshootés. Comme tu m'avais dit que sur Star Wars 7, tous les dialogues du film avaient été aussi reshootés. Là, on a du chant contre chant à en mourir dans des espaces clos, réduits, sans idée, etc. Et je trouve qu'on sent terriblement que y a pas qu'une seule personne qui était derrière la caméra. Il y a beaucoup de scènes d'action, justement, qui étaient de la volonté de Gareth Edwards, qui étaient filmées caméra à l'épaule. On retrouve le Gareth Edwards donc de Monsters et de Godzilla, qui est filmé, on va dire, l'extraordinaire, le gigantesque, le fameux Bigger Than Life américain, mais caméra à épaule. Ça veut dire, on est un peu en mode documentaire, on va crapahuter derrière les acteurs et tout ça. Donc, on retrouve beaucoup de scènes qui sont comme ça, qui attestent donc de la vision de Gareth Edwards de son cinéma.
Et en même temps, bah justement, on a ces fameuses scènes, souvent c'est de dialogue autour d'une table, on est juste chant contre chant, chant contre chant, passe d'un personnage à l'autre, et souvent les dialogues sont d'une platitude, et on remarque aussi la réécriture par l'évolution des personnages, et ça se ressentait déjà dans les bandes annonces, où par exemple le personnage de Jean Erso, qui est joué par Felicity Jones, dans la première bande annonce, c'était I Rebel, c'est je me rebelle, c'est un petit peu allez vous faire voir, moi je suis une héroïne badass et je veux qu'on me laisse tranquille. Et dans la dernière bande annonce, c'était Rebellion is built on hope. Elle est devenue au bout du film l'héroïne illuminée qui va convaincre tout le monde dans son discours. Le sempiternel speech Voilà. motivant. Voilà, qui est bienveillant et tout ça. Et donc, on a un personnage qui passe de tout l'un à tout l'autre, et on en retrouve ça exactement sur le personnage de Diego Luna, qui au tout début du film fait quelque chose, bon, on va pas y spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais qui fait quelque Qui chose, on pose va dire, de l'ambivalence du personnage, quoi. voilà, Morale. et une heure plus tard dans le film, on a à peu près quasiment la même situation, mais avec encore plus d'enjeux. Et finalement, on a la réaction totalement opposée, sans qu'on ait vraiment eu l'évolution du personnage qui nous est démontré, justement, ce basculement. Donc, ça qui est assez étrange dans cette réécriture, c'est qu'il n'y a pas eu l'attention portée à la fois sur Gareth Edwards ou Gilroy de ce changement qu'ils ont apporté en réécrivant les scènes, et que ça se ressente malheureusement sur le film. Et c'est vraiment dommage, puisque il y a les scènes d'action, les scènes spatiales, moi je trouve ça dingue, quoi. Visuellement c'est incroyable, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a certains plans aussi dans les bandes annonces qui étaient présents mais qui ne sont plus dans les films et qui donnaient vraiment envie, et c'est vraiment dommage qu'ils aient été coupés. Et oui, d'autant plus que voilà, donc les problèmes de réécriture et de dialogue dont on parlait, ça emmène à une chose qui est très grave entre guillemets, c'est le manque total d'implication émotionnelle. C'est-à-dire que moi je trouve que Rogue One c'est un film tourné sans passion aucune. C'est-à-dire que j'étais là à regarder, ok, parfois c'est bien tourné, mais on dirait qu'il n'y a pas de passion dans ce film. On n'accroche pas au personnage. Voilà, on n'accroche pas au personnage. Le montage expédie les enjeux. Et à la fin, on arrive à la fin de l'aventure et tu retiens rien de ces personnages. Genre, moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est toutes leurs relations, mais c'est exactement comme les thèmes qu'on a abordés tout à l'heure sur la fameuse bombe atomique ou tout ça, qui sont vus en surface. La relation entre Krennic et Moff Tarkin, oh là là, spoiler, elle est super intéressante. Même sa relation, donc le personnage de Ben Mendelsohn, Krennic, qui est en gros le superviseur des travaux de l'Étoile Noire, et le personnage de Mads Mikkelsen, elle est super intéressante, mais elle est juste abordée vite fait en fond dans un flashback, et on aurait voulu un petit peu en savoir plus. Peut-être pas forcément en faire 30 scènes dessus, mais peut-être au moins une deuxième, histoire de l'explorer un peu plus. Et tout justement, tous les personnages, mais vraiment tous, ont une ambiguïté. Ils ont vraiment tous une ambiguïté. Ça, au niveau de l'écriture de base, c'est clair et net, mais elle est pas suffisamment exploitée pour laisser le doute sur eux, et c'est ça qui est vraiment dommage. Et on ressent ça à la fin du film, et c'est ce qui nous manque un petit peu par rapport à notre implication dans l'histoire. voilà, d'autant plus que après il y a, on va dire, il y a aussi ce petit manque. Bon, ça c'est inévitable. Il y a ce petit manque d'originalité duquel Gareth Edwards essaie de se dépêtrer grâce à son style, grâce à son traitement en film de guerre, mais le petit manque d'originalité qui fait que on retrouve quand même le même univers qu'on connaît, ça reste de nouveau les X-Wing, les rebelles, ça reste de nouveau à la fin la bataille spatiale. Moi, ce qui m'a gêné, à les mêmes vaisseaux que la bataille de l'épisode 6, à les mêmes travelling sur le côté, à les mêmes, enfin, pas toujours, mais à les mêmes mouvements de caméra, etc. Et moi, ça m'a encore une fois pas mal dérangé qu'on revienne à ça, d'autant plus où on se retrouve dans un film, et bon, ça c'est une petite note personnelle, mais moi je suis un petit peu dérangé par ce côté Disney qui essaye de faire son film subversif, même si je sais pas si ça tient vraiment à Disney ou plutôt à Gareth Edwards, etc. Mais à chaque fois je repense à un truc intéressant qui existe en 1984, où justement George Orwell explique assez bien que le système parfait
crée l'illusion de sa propre rébellion. C'est ce qu'il y a dans 1984, c'est ce qui a été repris aussi dans le transpersonnage. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi Rogue One, c'est-à-dire qu'il y a Disney qui tend la carotte du film subversif pour faire un truc qui est malgré les bonnes idées qu'apporte Gareth Edwards, que je trouve finalement con comme la lune en fait. Après, moi je vais quand même m'opposer à toi sur le fait du design, de l'utilisation des vaisseaux, parce que le film est vraiment collé au premier film donc, de 77. Donc, il pouvait pas plus se détacher au niveau des vaisseaux, donc de l'univers visuel, de l'imagerie du film de 77. Après, au niveau des éléments, la réutilisation, elle est plus originale, je trouve quand même, que celle de Abrams, qui lui réutilise les TIE Fighters, les X-Wing et tout ça, parce que d'un côté, tu as Gareth Edwards qui, dans sa reconstruction, va jusqu'à l'obsession, parce que on retrouve même certains personnages secondaires du film de 77 au cours d'un plan, ou même dans la voix off et tout ça, mais aussi dans les vaisseaux, puisque il propose de nouveaux engins, de nouvelles navettes et tout ça qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, en allant explorer un petit peu dans les archives des premiers designs de Ralph McQuarrie. Donc au moins il a l'attention de proposer quelque chose qui reste quand même cohérent avec l'univers Star Wars, et malgré un film qui est cul à cul avec le film de 77, et duquel il ne pouvait pas non plus se détacher complètement. Mais après, il y a certains détails, par exemple, où le leader de la bataille spatiale à la fin, c'est un genre de simili d'Amiral Akbar. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver jusque-là ? Pas forcément. C'est peut-être même l'Amiral Akbar d'ailleurs, non ? Non, c'est pas lui. Visuellement, c'est pas du tout le même personnage. Bon, bah... mais ça reste le même type d'alien, quoi. Je les confonds. Voilà. Tu vois, c'est un petit peu dommage. Et puis pareil, dans les trucs que j'ai vraiment reproché au film, à côté de toutes ses qualités, justement, c'est moi ce qui m'avait sorti du film à plusieurs moments, c'est des clins d'œil, des références à l'univers Star Wars, un petit coup de coude sur le côté. T'as vu qui nous sortent complètement du film, parce qu'en plus ces références-là sont complètement gratuites et ne servent pas du tout l'intrigue. Disons que les références, on va les mettre grossièrement dans deux catégories. T'as celle où Gareth Edwards, il y a son cahier des charges avec ça doit apparaître dans le film. Quel point je peux rendre utile à l'intrigue, voire même au fond du film. Et ce que tu disais tout à l'heure, genre Grand Moff Tarkin, justement, où moi j'aime pas, hein, je vais être franc, j'aime pas du tout le fait de le mettre dedans, en plus c'est en CGI et tout. Bon. Bah après, moi je trouve qu'ils sont obligés, mais bon. Mais indépendamment de ça, il arrive entre guillemets à l'inclure dans l'intrigue, c'est-à-dire que il fait même pas juste partie de l'engrenage scénaristique, il raconte aussi un truc sur les rapports de force au sein de ce que tu disais par rapport au directeur Krennic. Et de l'autre côté, t'as un plan sur R2D2 et C3PO qui a rien à faire là, voilà. qui est genre gratos, qui n'a pas de rapport avec l'intrigue, genre boum, voilà, ils sont dans le film. Et... Pareil, en plus, c'est une réplique pour en rajouter. T'as une réplique d'Anthony Daniels pour en rajouter, c'est extrêmement lourd. Voilà, donc c'est ça qui est dommage. Puis même l'introduction des fois de certains personnages qu'on connaît déjà, qui en fait des caisses alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Et un autre gros défaut du film, mais c'est ça qui est compliqué parce que on peut pas non plus trop lui imputer ça, c'est la musique de Michael Giacchino. Moi j'ai pu les réécouter à part en dehors du film. Bon, il y a certains moments, tu sens quand même que le compositeur il a quand même du talent, il arrive quand même à se débrouiller. Le plus intéressant c'est le thème autour de Jeddah. Puis même le thème de Jyn Erso et tout ça. Mais les scènes d'action, la scène d'action justement sur Jeddah, sur 4 mesures il te sort exactement le même truc, alors que ce compositeur-là, Michael Giacchino, il essaye à chaque fois d'une mesure à l'autre de te proposer une nouvelle variation, quelque chose en plus. Là, souvent, c'est vraiment un mode automatique, mais en même temps, on peut pas trop lui imputer ce manque d'originalité à l'intérieur de son propre travail, parce qu'il n'a eu que 4 semaines et demie pour à la fois composer, enregistrer, arranger tout ça. Donc, c'est ça qui est compliqué, et on en revient à la question de l'implication de toute la production dans ce film-là, parce que si on était suffisamment impliqué, on aurait peut-être retardé la sortie du film, mais en même temps, ça correspondait plus au calendrier imposé par Disney. Après, tu bouges un domino, il y a tous les autres qui vont s'effondrer. Après, j'ai presque envie de dire que, vu la production du film, donc, on est face à Rogue One que je trouve raté, intéressant mais raté. Vu la production du film, je trouve qu'on est presque chanceux, entre guillemets, d'avoir le film tel qu'il est,
C'est-à-dire qu'en soi, c'est pas un accident industriel, Non. mais le problème, c'est ce vers quoi ouvre la porte. Parce que ça va être terrible, du coup, parce que le truc, c'est que c'est ça aussi qui est intéressant dans Star Wars. Star Wars, ça représente Hollywood. Ça dicte ce que fait le canon hollywoodien. Et le problème, c'est que c'est une situation avec Gareth Edwards qu'on connaît maintenant très bien. Le jeune réalisateur, repéré dans le cinéma indépendant. On lui confie un premier blockbuster, reboot, machin truc. Ensuite, on lui confie une méga licence. Et c'est un schéma qu'on a connu avec, c'est arrivé avec comment il s'appelle, le type de Chronicles, Josh Trank. Ça arrivera prochainement avec l'épisode 8 avec Rian Johnson, etc. Et le problème, c'est que on va arriver complètement, et ça, Rogue One ouvre la porte dedans, dans un système qui laisse de moins en moins la place à la créativité. Alors que d'autant plus, ils cherchent des réalisateurs qui ont une patte. Alors qu'ils cherchent, voilà, malheureusement. C'est complètement le comble. Parce que autant chez Marvel, on cherche exclusivement des réalisateurs de séries télé qui n'ont pas leur mot à dire. Et puis comme ça, ils obéissent comme il faut à Kevin Feige, patron de Marvel Studios. Mais chez Disney, le leitmotiv, c'était on va chercher, on va dire, des auteurs de blockbusters parce qu'ils ont une patte, parce qu'ils ont quelque chose à raconter, en plus de l'univers de Star Wars qu'on n'avait pas encore abordé. Voilà, et donc là, du coup, moi, ce qui m'ennuie, c'est vers quoi Rogue One ouvre la porte, vu qu'en plus ça cartonne, vu que les gens sont assez enthousiastes, alors que, voilà, c'est un film dont on sent que il est complètement branque-ballant, il est complètement inachevé, il est intéressant, mais voilà, il manque de profondeur, il manque d'enjeux dramatiques. Est-ce que le film aura droit à une director's cut en Blu-ray dans 4 mois? Pas sûr. Mais je sais plus quel exécutif de Lucasfilm qui a dit qu'il répondrait à la question dans une semaine. Ah. Bon. Ce qui serait du coup un petit peu une première dans l'histoire de Star Wars, où il y a eu et tu le sais mieux que moi, il y a eu des revisites, mais il n'y a jamais vraiment eu de director's cut. Voilà. Donc après, c'est toute la question, parce que pareil, il y avait eu Alexandre Desplat qui avait été engagé pour la bande originale. Qui est parti 3 mois avant la sortie du film. Voilà, et justement qui a été remplacé au pied levé par Michael Giacchino. Enfin, il y a plein de choses qui nous relient à la première version de Gareth Edwards, qu'on aimerait tous découvrir, et de savoir qu'est-ce qui a été modifié en fonction. Parce que si ça se trouve, tous les défauts qu'on impute au film aujourd'hui, c'était ceux qui sont inhérents à la version de Gareth Edwards. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas, c'est que de la spéculation. Bon, j'ai un petit doute, mais... Voilà, on ne peut qu'apprécier le film tel qu'il est aujourd'hui. Donc, allez faire votre propre avis, tout simplement, sur Rogue One, A Star Wars Story. N'allez pas le voir en 3D, par contre, ça sert à rien. Ça a été converti et tout. Et en plus, la photo du film est sombre, parce que Gareth Edwards travaille dans les tons sombres. Et en 3D, c'est affreux, parce qu'on voit plus rien. Donc, voilà, et essayez de le voir donc en 2D. En bonne vieille 2D. Voilà, sauf mais... que le film a été tourné en Harry 65, et ça fait vraiment une image assez intéressante. Donc profitez-en sans 3D. Moi, je l'ai vu en 3D, je regrette. Voilà, donc Rogue One, A Star Wars Story, donc Gareth Edwards et peut-être Tony Gilroy, sorti donc le 14 décembre 2016. Autre plus petit film qui est sorti à côté, qui est un petit peu dans l'ombre de Star Wars, c'est Manchester by the Sea. Voilà. De Kenneth. Là, il y a une implication émotionnelle. De Kenneth Lonergan. Donc, Kenneth Lonergan, vite fait, ça a été le scénariste de Gang of New York. Il a été scénariste sur d'autres films, mais là, c'est son 3e film. Il avait réalisé, donc, Tu peux compter sur moi en 2000, donc un tout petit film qui avait pas forcément marché après Sundance. Et ensuite, en 2011, un film qui s'appelait Margaret. Donc, toi, tu l'as vu, Margaret? Non, mais je connais un petit peu. Ouais. Voilà, moi je ne l'avais pas vu, tout simplement. Et donc, Manchester by the Sea, donc son 3e film qui sort maintenant, et qui est un grand compétiteur pour les Oscars apparemment. Donc, vite fait le pitch. Le pitch de Manchester by the Sea suit Lee, donc interprété par Casey Affleck, donc qui est concierge dans plusieurs pâtés d'immeubles à Boston, dans une vie relativement tristounette, qui doit dealer avec la nouvelle de la mort de son frère, et surtout il va devoir il récupère la garde de son neveu, le fils de son frère, ce qui ouvre la porte vers entre guillemets des démons du passé qu'il avait tenté plus ou moins de chasser en s'exilant totalement, en recommençant une nouvelle vie, mais une nouvelle vie triste. Et donc le film se fait sur plusieurs temporalités, entre Lee, donc Casey Affleck, qui deal avec son neveu, qui essaye de mieux
apprendre à reconnaître mieux son neveu. Et de l'autre côté, ses souvenirs qui reviennent qui le hantent en pleine encore phase. et encore. Donc c'est un vrai mélo. C'est un vrai mélodrame pur et dur. Au premier sens, c'est-à-dire que c'est émotionnel avant tout. Il y a néanmoins, je trouve le film assez beau, parce que le mélodrame aujourd'hui c'est devenu un des genres les plus risqués qui soit. Pour plein de raisons, pour la tentation des gros plans avec des violons, pour l'importance des acteurs. On a de moins en moins d'acteurs qui sont capables de supporter le mélo, où ça devient de plus en plus insupportable justement de les regarder dans des histoires mélodramatiques. Et puis aussi pour des raisons d'histoire, pour réussir à créer une romance ou une histoire de cœur brisé, etc., qui réussissent entre guillemets à apporter quelque chose, même si ça bouleverse pas ce qui a été fait 1,5 milliard de fois. Et justement, je trouve que Manchester by the Sea, c'est un petit peu tout ça. C'est pas, moi j'ai lu que c'était pour beaucoup un des meilleurs films de l'année. Bon, pourquoi pas pour moi. Mais oui, il y en a beaucoup qui ont eu des avis dithyrambiques sur le film. Mais après, je vais pas nier que j'ai eu, pour ainsi dire, une forte implication émotionnelle dans le film. J'ai été assez ému. Tu as eu les yeux mouillés. Voilà, notamment parce que Kenneth Lonergan, justement, ne se plie pas à tout le cérémoniel traditionnel du mélo américain, et en fait fait un film assez sobre. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors pourtant il use d'artifices classiques, il y a beaucoup de musique dans le film. Un truc de musique classique triste au moment... Voilà, il y a beaucoup de musique, mais il arrive, je trouve, à conjuguer, à équilibrer ça d'une manière à ce que on chavire jamais vraiment dans un pathos misérable, ce qui nous distancierait complètement des personnages. Or là, je trouve que justement il y a une sorte d'équilibre qui est très beau, qu'il conserve tout le long du film, entre de la vraie émotion triste, des moments de vie plus simples, qu'il arrive à filmer sans putasserie, donc il n'y a pas de gros plans sur les visages qui pleurent, etc. Je veux pas dire d'ânerie, mais je pense par exemple il n'y a jamais un gros plan dans le film. Je crois qu'il va jamais chercher un visage en gros plan. On est toujours un petit peu à distance. Voilà, l'essentiel des scènes dramatiques, il va les filmer en plan fixe. Et en plan fixe, c'est sur une échelle assez large. Après, moi, j'ai été quand même... Je m'interrogeais quand même, j'ai été tout aussi bouleversé par le truc. Mais je pense que cette sobriété, elle passe surtout par le personnage de Casey Affleck, par son interprétation, parce que je pense que si ça avait été un autre acteur, ça aurait été différent. Et notamment, il y a la grosse scène au milieu du film on va dire, qui est un flashback qui nous raconte le pourquoi qui hante Casey Affleck. Voilà, parce que c'est un homme brisé. Hein. On présente ça comme un type. Tout le monde dit il s'est passé quelque chose avec lui. C'est lui le fameux lit, etc. Voilà. Et il porte justement sur lui tout le poids du passé. Et la scène, elle aurait pu être, justement, on aurait pu tomber complètement dans la putasserie. En plus qu'il y a une musique classique, tout ça, tout du long de la scène et tout. Mais il y a même des petits effets de montage où je suis pas forcément sûr de la décision de Kenneth Lonergan de le monter comme ça. Mais après, tout repose essentiellement sur l'interprétation de Casey Affleck, pour moi, qui est incroyable. Je me suis complètement identifié au personnage, d'ailleurs, dans sa solitude. Et justement, c'est un personnage très beau puisqu'il embrasse complètement cette solitude. Il préfère y rester. On ne sait pas justement s'il y est triste ou pas. C'est compliqué, c'est parce que on ne sait pas si justement il est complètement dans la tristesse. Ouais, dans une sorte de zone grise qui est très déstabilisante. Voilà, c'est pas une solitude triste, mais c'est pas un bonheur non plus. Enfin voilà, du coup, il est pas du tout expansif. Voilà, Casey Affleck, c'est ce genre d'acteur un petit peu qui est un petit peu distrait, voire monolithique. Il a le côté monolithique. Alors déjà, je pense que c'est un meilleur acteur que Ben Affleck, mais il a le côté monolithique de Ben Affleck, mais ça cache pas vraiment la même chose. Le côté du coup monolithique chez Casey Affleck donne une profondeur dans le sens, c'est un homme qui se tait, c'est un homme qui
qui a un passif, etc. Il a souvent un petit peu travaillé ça dans ses rôles depuis maintenant une bonne dizaine d'années qu'il a été entre guillemets repéré. Et c'est d'ailleurs ce que les autres personnages reprochent aux siens, c'est de jamais parler, de jamais dire un mot, de jamais savoir ce qu'il pense, parce que tout le monde, on va dire, connaît son histoire, tout le monde s'imagine qu'est-ce qu'il doit avoir dans la tête et tout ça, mais il n'y a que lui qui est gardien de ça. Même nous, le spectateur dans la salle, on ne peut que s'imaginer ce que le personnage a traversé, mais on s'identifie à lui malgré tout, même si on ne sait pas exactement ce qu'il pense, parce qu'on n'a pas de voix off qui nous dit voilà mon histoire. Non, ça reste un film qui reste à distance, justement, sans gros plan, sans effets supplémentaires. Donc c'est un film, moi, qui m'a pas mal bougé. Après, je sais pas, tu vois, s'il fera partie de mon top de l'année à la fin, quoi. J'ai du mal à... Je sais pas, je laisse décanter sur le long terme, d'autant que il y a plein de points que j'ai envie de mettre en avant. Bon, à parler, il y a Casey Affleck, il y a aussi la photographie, en fait, que je trouve extrêmement simple, mais extrêmement belle. Je trouve les panoramas filmés, donc ça se passe dans le nord-est. Ah non, on est dans le Massachusetts. Voilà, presque. Pas loin. Des États-Unis et donc le nord-est des États-Unis qui est ici essentiellement sous la neige. Une bonne partie du film se déroule en hiver et ça donne des images qui sont remarquables. Et en plus, il arrive du coup, parce que pareil, ça pourrait être lourd de filmer un mélodrame en hiver parce que il pourrait faire une image tartinée de brouille, de neige, de filtre pour dire voilà la température gris, entre guillemets, la température est malheureuse comme le personnage, mais pas du tout. En fait, il arrive vraiment à en faire un très beau contexte, à filmer un petit peu l'aspect parce que ça a l'air d'être voilà une partie des États-Unis. Déjà, on n'a pas vraiment l'impression de se sentir aux États-Unis. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant. On pourrait faire exactement le même film en Angleterre. Notamment d'ailleurs le film se passe dans une ville qui s'appelle Manchester. Donc, voilà. Bon. Et d'ailleurs au début j'ai eu un doute d'ailleurs au début comment en plus on est en bateau, on navigue entre des îles, etc. J'avais presque l'impression qu'on était sur des côtes anglaises en fait. J'avais pas forcément l'impression qu'on était aux États-Unis. Et du coup voilà, il arrive à se filmer ce petit mélo qui est en autarcie complète du reste, ce que je trouve encore une fois très beau. Et donc je disais la photographie et surtout t'as une jolie galerie de personnages secondaires, pas forcément Michel, parce qu'on parle beaucoup de Michel. Il n'y a pas d'antagoniste dedans. Mais voilà, déjà il n'y a pas d'antagoniste, ça c'est très important, il n'y a pas d'antagoniste. Donc pas forcément Michelle Williams, mais par exemple un acteur comme tu couperas. Donc par exemple un acteur comme Kyle Chandler qui malheureusement aujourd'hui est un petit peu abonné à faire les seconds rôles, mais que je trouve être un acteur excellent là-dedans. Là par exemple il a de courtes apparitions à droite à gauche, donc c'est lui qui fait le frère de Lee, donc le frère de Casey Affleck, et qu'on aperçoit exclusivement dans des flashbacks puisqu'il meurt au début du film. Il décède d'un arrêt cardiaque au début du film, et ce personnage-là est très beau par exemple, ou alors le personnage de George qui est son collègue pêcheur, etc. Et du coup t'as cette succession de personnages qui souvent prennent aussi de l'importance dans les flashbacks. Et alors après voilà, moi j'ai bien aimé le montage, mais je sais que c'est un truc sur lequel tarder, parce qu'il y a des petits effets. Voilà, il y a beaucoup d'effets entre guillemets d'aller-retour, donc soit des allers-retours qui vont être très brutaux, genre une scène dans le passé qui dure 10 secondes, même pas, une scène dans le présent, une scène dans le passé, une scène dans le présent, un aller-retour comme ça qui du coup jongle un petit peu avec les émotions que traverse Lee, parce que le film essaie de coller du coup au psyché de Lee. Bah après moi au tout début du film, je pense pendant les 30 premières minutes, des fois je me disais mais est-ce que c'est pas même un flash forward, genre un truc dans le futur et avec des flashbacks, enfin qui est un petit peu mélangé, et que tout simplement au fur et à mesure du film on va se reconstruire. Non, c'est justement entre le présent et le passé. Mais moi non, le souci de montage moi que je note, c'est juste dans certaines séquences où à un moment tout d'un coup on a en l'espace de 5 secondes on a 5 plans qui s'enchaînent d'un coup, tac 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 tac, parce qu'il y a un moment qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête de Casey Affleck,
Et après, évidemment, on voit la réaction à l'écran. Donc c'est juste où, par exemple, des fois, on peut suivre un personnage qui sort du champ en le gardant au milieu du cadre pendant 2 secondes, le temps qu'il sort de la scène, alors que ça n'a aucune conséquence sur le récit. Enfin, j'essaie encore de décrypter cette question du montage à l'intérieur des séquences de Manchester by the Sea, mais ça m'a pas empêché de rentrer complètement dans l'histoire. Voilà, donc vous pouvez, si vous aimez bien les mélos, vous pouvez aller le voir. Alors, ça dure dernière réserve en soi, parce que le film dure 2h15. Le temps ressenti dans le film est assez long. J'ai vraiment senti les 2h15, voire même plus, qui paraissait même plus à mes yeux. Et je me suis pas ennuyé. Parce que il y a ce côté, et encore une fois, ça je trouve que le film le réussit très bien, cette implication, l'implication dans la dramaturgie, l'implication dans le psyché des personnages, etc., fait que malgré mon ressenti des 2h15, j'avais envie de savoir, j'avais envie de poursuivre, j'avais envie de continuer d'être avec ces personnages, même s'ils sont un peu déprimants et qu'on sort du film évidemment un petit peu déprimé. Mais voilà, c'est assez intéressant. Donc le rythme, en soi, je dirais même pas qu'il est brinque-ballant, parce que je pense que c'est presque fait exprès, cette longueur. Le film a une sorte de longueur, mais qui le rend finalement assez élégant. Voilà. Élégant Voilà. sans être prout-prout, donc... Donc Manchester by the Sea, qui est élégant sans être prout-prout, donc de Kenneth Lonergan, donc qui a un très joli mélo pour la fin d'année à regarder, à repenser pendant les longues soirées d'hiver. Et le troisième film dont on parle cette semaine, donc c'est Personal Shopper de Olivier Assayas. Donc là, on sera pas forcément d'accord, je pense, avec Marc. Non. Qui était, moi, je l'avais découvert à Cannes, qui était présenté en compétition, et donc qui sort que maintenant dans les salles. Donc Marc, toi, tu le défends. Ouais, je le défends depuis que... je l'ai vu en même temps que toi, il y a donc maintenant 5-6 mois. Ouais, c'était au mois de mai. Ça commence à dater, et je me souviens qu'on en avait parlé, et t'avais pas du tout aimé. Non. T'avais pas du tout aimé, moi... Enfin, c'est pas que j'en ai pas du tout aimé, mais continue. Et j'étais, on va dire, assez... Moi, j'ai aimé pour la proposition, en fait, quel film. Parce que Personal Shopper narre l'histoire donc d'une personal shoppeuse, qui est Kirsten Stewart, travaillant pour une star de la mode. Voilà, donc le métier de personnage shopper, c'est quelqu'un c'est un assistant de voilà, star un assistant qui va faire ses chercher courses. les fringues chez voilà. les grands couturiers, les bijoux, trucs comme ça. Les bijoux, voilà, pour les shootings, pour les défilés, pour les divers rendez-vous, etc. Donc donc Kirsten Stewart qui doit en parallèle gérer avec le deuil de la mort de son frère. Elle a perdu son frère peu de temps avant le début du récit du film. C'est une blessure encore ouverte, et Kirsten Stewart est quelqu'un qui croit, enfin son personnage est quelqu'un qui croit dans les esprits. Et elle s'initie à la communication avec l'au-delà, notamment dans une scène vers le début du film où elle est dans une maison, son ancienne maison justement, avec celle de son frère, où elle essaye d'appeler sa présence, elle la sent. Et en fait, ce qui m'a plu tout à l'heure, je parlais d'une proposition, c'est voilà, Olivier Assayas qui arrive avec son envie un petit peu dissimulée de faire, à moitié faire, un film fantastique qui a parfois des relents, vraiment des relents, c'est léger, des relents d'angoisse, mêlés autour d'un drame plus classique, mêlé autour d'un thriller qui du coup prend le pas éventuellement sur le film fantastique, parce que elle reçoit des textos mystérieux, il y a quelqu'un qui l'espionne, elle sait pas trop. Bon, ça reste un film mystérieux sur du mystère, tourné mystérieusement. Ça peut rapidement agacer, j'en conviens. Je pense que ça t'a aussi agacé, passer un cap. Mais par chance, je trouve que Olivier Assayas est un bon metteur en scène en fait, et pour cause, le jury du Festival de Cannes est d'accord avec moi. Parce que il avait eu le prix de la mise en scène à ex-aequo avec Baccalauréat de Christian Mungiu, dont on a parlé dans le dernier podcast du FDBF. Et alors pareil, en l'occurrence, bon là c'est peut-être moins mérité, genre quand l'annonce a été donnée, le prix de la mise en scène, j'étais là à me dire bon,
j'aime beaucoup la mise en scène du film, ça mérite pas forcément ce genre de prix, mais Sayas arrive à poser quelque chose de solide. Quand même, il y a des choses sur lesquelles j'ai des doutes, par exemple des échanges de textos. Et le film à l'écran, il filme les textos à l'écran, ça s'affiche sur l'écran. J'ai des réserves là-dessus, mais bizarrement, ça marchait quand même sur moi, le côté échange avec ses effets sonores et ses effets visuels qui augmentaient un petit peu la pression du thriller, avec du coup les échanges de SMS qui ont voûte, avec à chaque fois un message qui est éventuellement menaçant ou ambivalent. Et puis surtout, il arrive remarquablement bien à filmer Kirsten Stewart, qui est la grande qualité du film. Vraiment, je la trouve fabuleuse dedans. Elle porte le film. C'est-à-dire que le film, son scénario en lui-même, il est un peu boiteux. Il y a plein de passages à vide. Il y a plein de choses qui manquent, qui mériteraient d'être travaillées. Il y a un moment, il y a un dénouement de l'intrigue très quelconque. Enfin, pas de l'intrigue totale, mais une partie de l'intrigue très quelconque dans le dernier tiers, genre un peu invraisemblable, etc., etc. Donc du coup, il y a cette pléthore de défauts, mais il y a le visuel, enfin, les efforts de mise en scène de Olivia Sayas et Kirsten Stewart. Donc juste pour ça, moi j'étais content, je voulais en parler au FDBF. Moi après, faut pas non plus me considérer juste comme un hater, tout ça, parce que par exemple, Sis Maria, qui était la première collaboration entre Sayas et Stewart, moi j'ai adoré. J'ai adoré le film qui était sorti donc en 2014. Donc moi j'étais chaud quoi pour Personal Shopper. Les gens étaient tous à fond dessus. Et en fait, tout simplement, quand je découvre le film, bon, ok, histoire de un genre de pseudo maison hantée au début, bon, pourquoi pas. Tentons la mise en scène dans le fantastique. Puis moi, j'aime bien. J'avais adoré sa série sur Carlos et tout ça. Enfin, c'est un genre de réalisateur que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que c'est mon implication dans le film, elle a disparu assez rapidement, puisque je vois le film passer, donc au bout de 20 minutes, je sais pas trop où il va m'emmener, donc je fais bon, ok, je suis prêt à suivre encore un petit peu. Et en fait, au bout de 45 minutes, il y a une autre intrigue qui commence, et à ce moment-là, je fais bon, je laisse passer le film, j'en avais plus rien à faire, j'en avais rien à foutre, malheureusement, alors que Kristen Stewart, j'adore cette actrice, et en plus dans le film, elle est très très bien, je suis complètement d'accord avec toi, comme quoi elle porte le projet jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que moi, l'histoire, j'en avais rien à faire. Et moi, avoir des écrans d'iPhone sur en cinémascope au cinéma, mais proposez-moi quelque chose d'autre, quoi. Je préfère encore aller revoir Rogue One avec des plans avec des vaisseaux spatiaux en grand large que des plans de téléphone portable. Et puis l'intrigue, on spoil pas, mais le fameux mystérieux, comment dire, intervenant par SMS, c'est quelqu'un qui dit être son frère décédé. Est-ce que c'est vrai ou pas, sachant qu'on a des présences fantomatiques et tout ça. Et il y a la première résolution, je pense qu'on parle de la même à la fin à la fin du deuxième acte, justement. Pour moi, la mise en scène de ce passage-là est juste moisie. Déjà que j'avais pas grand chose à faire, je voyais le truc, mais c'est pas possible, quoi. Je voyais tous les gens autour de moi qui étaient à fond dedans. Je me dis, mais c'est pas possible, réveillez-vous, quoi. Et en plus, la résolution finale, la conclusion, c'est genre, ah, non, c'est vrai! Oh là là, ça, j'avais pas deviné, quoi. Donc, moi, j'étais vraiment désarçonné parce que ce mariage, j'avais vraiment adoré, ça racontait plein de choses géniales. Juliette Binoche était extraordinaire dedans. Et là, je vois ce film-là, j'étais complètement hermétique. Je me dis merde, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais vraiment envie d'aimer, et puis je suis resté complètement dehors, quoi. C'est difficile de répondre là-dessus parce que là, tu l'as mis en petite pièce quand même le film. Bah oui, mais après, c'est mon avis, quoi. C'est ma façon de l'avoir appréhendé. Et moi, je suis juste resté sur le bord de la route, quoi. Mais non, après, on va dire que je suis conscient que le film joue un petit peu sur mon capitaine naïveté parce que voilà, ce sont de films simili fantastiques. Puis j'aime beaucoup aussi, donc voilà ce que Assayas arrive à faire de Kirsten Stewart, donc casser un petit peu cette icône glamour qu'il arrive à un moment à reconstituer dans le film, parce que t'as une scène assez sensuelle avec elle. Je trouve ça assez fort en fait, pour le coup il arrive à jongler entre les deux. Et après
malgré tout, moi, il y a un thème que j'aime bien, en règle générale. C'est le téléphone portable au cinéma. Voilà, les gros plans, les gros plans en cinémascope. Non. Enfoiré. Non, le thème que j'aime bien, c'est, du coup, ça recoupe aussi Manchester by the Sea, c'est comment doit-on dealer avec le deuil en essayant de poursuivre la vie normale. Et ce que j'aime bien, c'est les différentes orientations que ça peut prendre. C'est-à-dire dans Manchester by the Sea, le repli complet sur soi-même. Dans Personal Shopper, c'est exactement le contraire, c'est l'ouverture. Parce que du coup, elle essaye de s'ouvrir complètement au monde des morts, à l'au-delà, avec lequel elle essaye de communiquer, avec les trucs plus ou moins clichés des séances comment dire, de spiritisme. De spiritisme pour communiquer avec l'au-delà. Mais du coup, voilà, je trouvais cet aspect un petit peu touchant qui n'aurait pas marché, qui sur le papier, sur le scénario, probablement ne doit pas si bien marcher que ça, qui là a marché sur moi grâce à Kristen Stewart, parce qu'elle existe, et comme elle existe, elle fait exister le deuil qu'elle vit avec son frère, elle fait exister la manière de le résoudre, ce qui du coup est pour moi important, ou la manière de penser l'avoir résolu et finalement de ne pas avoir progressé. C'est aussi là où j'ai des réserves sur la fin, puisque évidemment, voilà, je disais, bon, la fin, on va dire, ah bon, oui. Ok, c'est vrai, on a envie de le dire. Je dirais pas que je m'en suis satisfait, mais je dirais que le film a réussi pour le coup à exploiter ma part de naïveté, ce qui est rare, et ma part de bienveillance envers le genre et envers ce qu'Assayas essaye de faire. Donc, je vois plutôt ça comme une tentative bien intentionnée, sûrement très discutable sur plein de points, mais suffisamment bien intentionnée pour remporter au moins mon enthousiasme, ce qui est toujours ça. Voilà, bon, on vous aura mis en garde. Donc, si vous êtes d'accord avec Marc et que Marc le naïf mettez un pouce vert sur la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec allez-y, mettez un pouce rouge, quoi. Non, mais si vous êtes d'accord avec Marc et donc le jury du Festival de Cannes, allez voir Personal Shopper. Si vous êtes plus que moi, allez le voir quand même au cas où. Parce que si ça se trouve, vous arriverez à être touché. Donc, après, vous avez le droit de pas être d'accord avec George Miller et moi. Mais... Voilà, donc c'est tellement petit. C'est petit. Donc Personal Shopper donc, de Olivier Assayas, sorti donc, le 14 décembre 2016. Donc ça, c'était la partie cinéma. En vidéo, nous allons parler d'un autre film qui était présenté aussi au Festival de Cannes. C'était Dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho. Donc film méga blockbuster coréen qui avait marché à Cannes et qui a très bien fonctionné en France, étonnamment pour un film de son genre, puisqu'il est à la fois fantastique et en plus film étranger. Il a fait plus de 100 000 entrées, enfin c'est un carton dans son genre au box-office français. Donc forcément on voulait un petit peu en parler donc dans le Festival des bons films, parce que c'est un film qui n'est pas seulement fantastique. Voilà, Dernier train pour Busan, c'est... entre guillemets, la gloire de la série B à la coréenne. C'est-à-dire que, je dis série B, c'est pas du tout péjoratif, mais dans le sens intrigue de série B, c'est-à-dire une intrigue simple, sans détour, dans un cadre relativement limité, parce que Dernier train pour Busan, c'est le périple de voyageurs qui prennent un train donc pour la ville de Busan en Corée du Sud, et train dans lequel se retrouvent des zombies, puisque au dehors, il y a une épidémie de zombies qui se déclare. Voilà. Et il y a une poignée de zombies qui arrivent à rentrer dans le train quand il part, avec du coup quelques survivants, quelques gens qui essayent de quitter la ville et partir plein pot pour Busan, où peut-être il y a une base militaire qui est un sanctuaire où on pourrait être sauvé. Et voilà. C'est le pitch du film, avec plusieurs protagonistes, un père, sa fille, un mari, sa femme enceinte, le conducteur de train, un vilain bureaucrate, pas gentil. Voilà, il y a deux collégiens, enfin voilà, deux lycéens. Il y a du coup, entre guillemets, une palette de clichés qui sont ramenés délibérément dans le film, dans cet esprit de série B. Après, bon, le film a eu un accueil fantastique. Moi, je trouve le film pas mal, qui n'est pas à tomber par terre non plus. Je dois quand même concéder la remarquable efficacité du film, au moins dans sa première moitié, voire même dans ses deux premiers tiers, en fait. Moi, ce que j'aime pas du tout dans le film, c'est le dernier tiers. Il y a un moment précis où je trouve que le film s'effondre complètement.
mais l'énergie des 2 premiers tiers est sidérante, quoi. T'as un passage dans une escale, dans une gare, qui est ça va à 100 à l'heure, quoi. Voilà, ça va à 100 à l'heure. T'as de la tension, t'as l'idée, de l'idée de mise en scène, de où placer sa caméra. J'aime pas toujours le visuel du film, par exemple, mais il arrive quand même à créer quelque chose qui est cohérent. Et puis voilà, tu as ce côté hyper généreux dans une intrigue entre guillemets très réduite, dans un espace clos, parce qu'on reste dans le train ou dans les environs des gares, et le réalisateur arrive quand même à être généreux, arrive à être... Le gars, il arrive à renouveler un petit peu sa mise en scène dans un cadre super restreint, parce on passe de wagon en wagon, et puis le gars, il arrive toujours à proposer un nouveau cadre, un nouveau plan qu'on n'avait pas vu avant dans le film. Donc la mise en scène, en fait, elle évolue au fur et à mesure du film. Moi j'avais beaucoup aimé le film, puisque à la fois je suis passionné de cinéma coréen, mais surtout le réalisateur, je le connaissais d'avant. Donc Yang Sang-ho, c'est quelqu'un qui s'est démarqué par des films d'animation super sombres et qui sont très pessimistes, et le film Dernier train pour Busan s'oppose complètement à cette vision-là. C'est son premier film tourné avec des vrais acteurs, et ça correspond pas du tout à sa vision du cinéma qu'il en avait jusqu'ici. Et en fait, le Dernier train pour Busan fonctionne en diptyque avec un film d'animation qu'il a réalisé qui s'appelle Seoul Station, qui est d'ailleurs présent dans le coffret Blu-ray en bonus. Et Seoul Station correspond beaucoup plus au cinéma qu'il avait développé avant que Dernier train pour Busan, qui est vraiment un blockbuster. On va pas forcément dire familial, puisque évidemment il y a du sang, il y a des zombies, il y a des gens qui se font manger, mais on va dire très cinéma populaire, très popcorn, et pourtant qui fonctionne à fond, et moi qui m'a vraiment impressionné visuellement, quoi. Ouais, voilà. Après, j'ai une petite réserve. Justement, tout à l'heure, je parlais de ressusciter la galerie de personnages classiques de ce genre de schéma de série B. J'ai des ça essaie d'avoir un fond social. Voilà, dessus, oui, voilà, il appose une sorte de fond social un petit peu bidon, parce que le héros est un père de famille, employé de bureau, acharné de travail, qui néglige complètement sa fille, qui va devoir se racheter un petit peu aux yeux de sa fille, et qui confronte de l'autre côté un gentil mari qui a sa femme enceinte, mais qui est gentil et plus ou moins altruiste, et qui confronte aussi cette figure du bureaucrate coréen en chef costume, d'entreprise chef méchant, d'entreprise qui est méchant, mais méchant, très méchant, parce qu'en plus il balance des gens dans les zombies, quoi, pour sauver sa peau. Et du coup, il essaie de faire une sorte de lutte, comment dire, de propos social là-dessus, qui est un petit peu maladroit, d'autant plus que l'épidémie de zombies a des causes, il y a pas la cause claire et nette n'est pas vraiment explicitée, mais c'est relié entre guillemets à des agissements économiques, à des malversations économiques, ce qui aussi fait se remettre en cause le héros qui travaille justement dans la bourse, et qui était lié à une des entreprises pharmaceutiques qui est à l'origine plus ou moins responsable voilà, de l'épidémie. Plus ou moins responsable de l'épidémie. Donc il essaie de se coller sur fond social, qui je trouve un peu ridicule, parce que c'est vraiment parodique. Ça fonctionne. On est dans la série B, Marc. Et puis le problème, c'est que je trouve les personnages un peu chiants, en fait, parce que ça marche dans les 2 derniers tiers, parce que les 2 derniers tiers, c'est les 2 premiers tiers, pardon. Les héros, c'est le concept et le train. En fait, c'est ça qui tient le film. C'est cette armée de zombies ces zombies qui sont très violents, c'est pas des zombies de Romero, quoi. C'est des zombies extrêmement dynamiques, c'est brutal. qui se tordent dans tous les sens, voilà, qui courent, etc. Et du coup, dans le dernier tiers, quand on recentre sur les personnages, je trouve ça genre super lourd. En plus, du coup, il y a ce que j'aime pas toujours dans le cinéma coréen, c'est qu'à un moment il y a du mélo, c'est un petit peu cinéma asiatique aussi, méga lourdingue, et je trouve ça vraiment ridicule. Moi je me suis attaché, il y a le personnage de la petite fille, moi je me suis super attaché à elle, et là, tout ça, pour le coup, voilà. c'est à mon tour de dire je n'avais rien à foutre. Donc voilà, je suis un petit peu partagé entre l'efficacité du propos et puis ces personnages-là qui m'ont un petit peu agacé, puis ce final, je trouve gentiment démago. Bon, c'est pas... Non, moi j'aime bien. Donc regardez-le vous.
Il est sorti donc en Blu-ray et DVD chez ARP, donc avec également en bonus sur le Blu-ray seulement, je crois, la fameuse Seoul Station qui fonctionne avec Dernier train pour Busan, donc de Yang Seo, qui est sorti donc en DVD Blu-ray le 17 décembre. À côté, on aurait bien voulu vous en parler, mais bon, on n'a pas non plus tout le temps. C'est un autre film de Yang Seo qui est sorti donc en DVD Blu-ray cette fois chez Spectrum, aussi le 17 décembre, qui est The King of Pigs, qui est en fait son premier film d'animation, donc qui correspondra plus à Seoul Station que Dernier train pour Busan, mais ça vous montrera un petit peu la première œuvre de ce réalisateur. J'espère aussi que The Fake, qui est son deuxième long métrage, sortira, parce que ça c'est mon film préféré de lui. À côté, nous avons également Highlander de Russell Mulcahy, qui ressort parce qu'il était déjà sorti en Blu-ray dans une édition pas très jolie. Cette fois, il est restauré tout beau tout propre chez Studio Canal. Donc évidemment, film culte à découvrir depuis le 13 décembre en DVD Blu-ray, donc chez Studio Canal. À côté, chez Elephant Film, nous avons un film de Joe Dante. On avait déjà parlé de Joe Dante au précédent podcast avec The Burbs. Cette fois, c'est Cheeseburger Film Sandwich, donc film culte également. Foncez le voir, donc en DVD Blu-ray chez Elephant depuis le 14 décembre. Cette fois de Walter Hill avec un titre génial, c'est Comment claquer $1 million par jour. Donc sorti chez Elephant Film également en DVD Blu-ray. Et aussi, nous avons le troisième Star Trek, enfin troisième ou 13e Star Trek sans limite de Justin Lin, qui nous avait laissé un petit peu mitigé. Ouais, sorti en salle, ouais. Comme c'est le festival des bons films, je sais pas si on s'attarde dessus, du coup. Non, on le mentionne, voilà, on le mentionne. Voyez-le, parce que bon, déjà le deuxième film de J.J. Abrams, Into Darkness, nous avait un peu refroidi. Bah, voyez-le si vous voulez voir une conclusion de trilogie molle du genou, quoi. et qui est dans l'espace. Et qui est dans l'espace. Donc, qui est sorti donc en DVD, Blu-ray 3D et Blu-ray 4K chez Paramount le 17 décembre. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine normalement pour l'émission consacrée à Premier Contact. Donc grosse émission tournée aux fauvettes et dernière émission de l'année 2016 du Festival des bons films. On vous donne également rendez-vous à la prochaine émission qui sera notre top 2016. Donc on fera avec Marc un petit bilan de l'année 2016 et aussi avec notre top 10 comme on l'avait fait pour l'année précédente. Donc évidemment, abonnez-vous sur YouTube, réécoutez-nous sur Mixcloud, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique et évidemment rendez-vous sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Donc rendez-vous à la prochaine émission et voir des films c'est bien, mais en voir des bons c'est mieux. Au revoir et rendez-vous à la prochaine émission. Voilà, à très bientôt.